Présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le retour de l'autorité semble être une priorité pour le gouvernement. Récemment, la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé de nouvelles mesures pour responsabiliser, dit-elle, les parents d'enfants dits fauteurs de troubles. Avec nos invités, on se demandera si l'éducation vit vraiment une crise de l'autorité. Représenter la diversité, un impératif, y compris dans les ouvrages jeunesse. Et c'est ce que tient à souligner notre invité. On en parle avec lui dans la seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Mellard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invité est le journaliste Maxime Guény. Mais avant cela, place à l'actualité avec Guillaume Blanc. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. L'actualité est bien sûr dominée par l'adoption hier par le Sénat et l'Assemblée nationale de la loi immigration. 349 voix pour, 186 contre, une victoire selon les mots de la Première ministre qui était l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs. Éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir. C'est ce texte qui a été voté hier. Le sentiment du devoir accompli, certes, mais avis de tempête au sein du gouvernement avec la démission du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, qui était contre ce projet. La ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, aurait fait de même. Elle aurait déposé sa démission, ce que pour l'heure n'a pas confirmé Elisabeth Borne. Moi, j'entends n'importe quoi. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande de clarifier. J'entends n'importe quoi. Moi, j'ai échangé avec des ministres qui sont concernés par les dispositions de ce texte que j'ai associé au maximum. Forcément, il est légitime que les ministres se posent des questions. La ministre de l'Enseignement supérieur me dit qu'il y a des Sylvie Retailleau. Qu'il y a des dispositions sur lesquelles qui posent des problèmes, on va les regarder, le cas échéant, on les adaptera, on va arrêter de commenter des choses qui n'existent pas. Elisabeth Borne, invitée donc de France Inter ce matin. Sachez que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole. C'était chez nos confrères de France 5 dans l'émission C'est à vous. Rentrons dans le détail, Guillaume. Alors, que contient cette loi pour les étudiants étrangers ? Eh bien déjà, les mineurs ne pourront plus être placés en centre de rétention administratif. En l'état actuel du droit, des enfants peuvent être placés avec leurs parents dans ces lieux avant d'être expulsés du territoire français. Il y a également la création de quotas de personnes admises à séjourner sur le territoire pour une durée de 3 ans sur des motifs économiques. Les étudiants étrangers devront également s'acquitter d'une caution à déposer auprès de l'État français lors d'une demande de visa étudiant. La mesure vise notamment à couvrir le coût de potentiels frais d'éloignement. Les présidents d'ailleurs d'une vingtaine de grandes universités publiques se sont insurgés de ces mesures indignes dans notre pays qui mettent notamment gravement en danger la stratégie de rattractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française. Elle mise aussi à l'ambition de faire de notre pays un acteur majeur de la diplomatie scientifique ou encore culturelle. Voilà ce qu'écrivent ces présidents. À noter que, invité de confrères de France Info, Dean Lewis, il est président de l'université de Bordeaux. Lui, il dresse le bilan justement du nombre d'étudiants étrangers chez nous en France. En France, on a en mobilité au-delà de 300 000 étudiants qui sont présents en France. Ce qui est important de mentionner, c'est que sur ces 300 000 étudiants, il y a sur les doctorants, vous avez 70 000 doctorants et vous en avez 25 000 qui sont des étudiants internationaux. Donc c'est vraiment important pour le développement scientifique de notre pays. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que sur ces 300 000 étudiants, donc ça fait globalement 60 à 70 000 étudiants qui arrivent chaque année, donc étudiants internationaux, il y a à peu près 20% qui restent sur le territoire français et la majorité des étudiants repartent donc dans d'autres pays. Alors, il a également été interrogé sur la question de la caution qui a fait beaucoup débat. Et lui, il n'a qu'une seule demande. Écoutez. À ce qu'elle soit le plus bas possible, bien entendu. La question qui peut se poser pour une caution qui est fixée par décret, c'est aujourd'hui un gouvernement peut décider qu'elle soit modique et demain un autre gouvernement peut décider qu'elle soit à 12 ou 13 000 euros, comme c'est le cas par exemple dans d'autres pays européens. Ces mesures-là, tout comme les autres mesures, les droits d'inscription différenciés qui s'appliqueraient de manière systématique, ce sont des mesures qui sont discriminatoires en fonction des revenus des étudiants. Donc on est dans une marchandisation de l'enseignement supérieur et de la recherche où on va aller uniquement chercher les étudiants qui ont les moyens de venir en France pour faire leurs études.
Le président donc, de l'université de Bordeaux, Dean Lewis, qui était l'invité de nos confrères de France Info. Au lendemain de l'adoption de la loi immigration par l'Assemblée nationale et le Sénat, 3 dirigeants de grandes écoles ont écrit leurs inquiétudes dans une tribune publiée chez nos confrères du Parisien. Un texte titré « Caution et quotas d'étudiants du projet de loi immigration », des mesures qui menacent gravement notre compétitivité internationale. Les dirigeants de l'ESSEC, de HEC et de l'ESCP jugent que certaines dispositions sont des entraves disproportionnées. Vincenzo Vinzi, justement, le président de l'ESSEC, l'un des signataires de cette tribune, était l'invité de BFM Business ce matin. Il s'est exprimé justement sur ce sujet. L'enjeu est celui de protéger l'avenir de notre enseignement supérieur et assurer que la France reste une destination de choix pour les meilleurs talents mondiaux. Et il ne faut pas négliger cette responsabilité parce que pour nous, il en va de notre rang économique et académique international. Et alors, dans ce qu'on a vu hier, il y a 2 mesures qui menacent, à notre avis, gravement notre compétitivité internationale. Il s'agit de la caution et des quotas étudiants de cette loi sur l'immigration. Alors justement, sur cette caution, il y a une crainte, on l'évoquait, autour de ce montant. Quel sera-t-il? Écoutez justement sa réponse, ce qu'il souhaite. Sur l'installation d'une caution de retour pour les étudiants étrangers, ça constitue à notre avis un mécanisme économiquement et juridiquement aberrant. Et ce qui est grave pour nous, c'est le flou autour du montant de cette caution qui serait déterminé par décret et non par la loi. Et à notre avis, ça ouvre la porte à des variations arbitraires et clairement dissuasives. Vincenzo Vinzi, donc le directeur de l'ESSEC. C'est pourquoi d'ailleurs les dirigeants de ces 3 écoles plaident pour un compte bloqué sur le modèle allemand dont le plafond serait fixé par une loi et ne dépasserait pas la somme des 1 000 €, soit environ 3 fois le montant des frais d'inscription universitaire. Justement, la Première ministre Elisabeth Borne, elle a été interrogée toujours chez France Inter ce matin sur cette question de la caution. Elle n'a pas su répondre. Le ministre de l'Enseignement supérieur peut en dispenser des gens en fonction de leurs revenus et en fonction de leur parcours méritant, scolaire ou universitaire. Elle sera de combien la caution? Ça peut être 10 €, 20 €. Vous avez écrit un texte pour une caution de 10 €? Non, c'est renvoyé à un texte réglementaire. La Première ministre Elisabeth Borne, donc invitée de France Inter, affaire à suivre concernant cette caution, vous l'aurez compris. Oui, affaire à suivre, et notamment dans notre émission dans quelques minutes dans la question du jour. C'est le grand jour pour les lycéens après l'ouverture de Parcoursup et quelques nouveautés. Oui, 23 000 formations proposées, y compris des formations en apprentissage. Particularité de cette année, les élèves de seconde qui le souhaitent vont pouvoir créer leur profil. L'objectif étant de leur permettre de se préparer dès l'entrée au lycée, notamment pour le choix des enseignements de spécialité en première. Ils auront accès à des fonctionnalités comme les comparateurs qui va leur permettre de s'informer sur les contenus, le statut des formations, l'existence de l'internat ou non, ou encore simplement le coût de cette scolarité. Ils pourront aussi choisir leurs favoris. Pour les élèves de terminale et étudiants qui le souhaitent également se réorienter, chaque formation dispose d'une fiche de présentation et pour les candidats en situation de handicap, chaque formation communique les coordonnées du référent. Ils pourront ainsi prendre contact avec eux pour connaître l'accessibilité des locaux et les aménagements possibles. Prochaine étape, notez bien, ce sera le 17 janvier avec là 700 000 élèves de terminale et étudiants qui vont pouvoir s'inscrire et déposer ainsi leur dossier. Nous voulions vous parler de cette première initiative en France et pour cela, direction Poitiers. Oui, un beau coup de projecteur que je vous propose puisque les étudiants ont accès à un cabinet dentaire qui est installé sur leur campus. 3 chirurgiens dentistes bénévoles d'une association se relaient pour leur permettre de se faire soigner et ce, gratuitement si nécessaire. Ils sont ensuite redirigés auprès d'une dizaine de chirurgiens dentistes qui sont engagés auprès de l'université, qui les reçoivent 1 heure par semaine. L'extension des locaux ou encore l'achat du matériel a coûté 460 000 € à cette université. C'est financé en partie grâce à une taxe qui est payée chaque année par les étudiants non boursiers. Pour chaque vacation, l'université de Poitiers verse 300 € à l'association. À terme, l'université, elle espère ouvrir davantage de créneaux. Une urgence, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, 40% des étudiants ont déjà renoncé à des soins selon une récente étude de la Fédération des associations générales étudiantes. Terminons en douceur avec un film que nous vous conseillons, celui de Luc Jacquet. Alors peut-être que le nom de ce réalisateur ne vous parle pas, mais il est très connu, notamment pour son film documentaire La Marche de l'Empereur, succès mondial pour lequel il a notamment reçu l'Oscar du meilleur film documentaire, c'était en 2006. Le réalisateur passionné par l'Antarctique fait son retour en salle 31 ans après sa première mission là-bas. Il a décidé de revenir là où tout a commencé. Pour lui, ça donne Voyage au pôle Sud, c'est au cinéma depuis aujourd'hui. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir.
Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas? La navigation est très difficile. Va-t-on passer? L'infime et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. Tout nous dépasse. Le temps, les forces en présence. J'ignorais qu'en posant le pied là, je resterais marqué à jamais par la soif de revenir et revenir encore, au-delà de toute forme de raison. Je vous ai senti saisi par ces images. Oui, et même les mots, parce que tout nous dépasse, je me disais que ça pouvait être l'occasion du titre de l'émission d'aujourd'hui, peut-être. Effectivement, en tout cas, on vous le conseille, ce film, c'est un beau voyage, une belle invitation que nous propose Luc Jacquet dans ce dernier film, Voyage au pôle Sud. Merci beaucoup Guillaume, effectivement, on va courir au cinéma voir ce film. On ne rétablit pas l'ordre et la concorde sans retour de l'autorité. Ce sont les mots de la ministre des Solidarités Aurore Bergé, un souhait de l'exécutif qui tient notamment aux émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Depuis, le principe d'autorité est partout et même au sein des familles et des salles de classe avec une série de mesures annoncées par la ministre elle-même début décembre. Alors dans le milieu de l'éducation, vit-on une crise de l'autorité? On va en parler avec nos invités. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Roger Chudeau, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes député RN du Loir-et-Cher et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Oui. Et face à vous également Benjamin Gault, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes militant et créateur de contenu. Alors, autorité au menu aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'objet de notre émission. Difficile quand même de faire l'impasse sur l'actualité en ce lendemain du vote de projet de loi immigration à l'Assemblée et au Sénat, et qui a aussi un impact sur l'accueil des étudiants étrangers en France. La crise provoquée par cette loi ne s'est pas arrêtée dans l'hémicycle, puisque les présidents des grandes écoles, et vous l'avez sûrement vu, j'imagine, HEC, ESSEC et ESCP, jugent que certaines dispositions sont loin d'être des solutions, je cite, sont des entraves disproportionnées qui risquent de compromettre durablement l'avenir de l'enseignement supérieur français et de freiner l'ambition de notre nation de se positionner comme leader mondial dans la formation des nouveaux cadres de la transition écologique et technologique. Dans le viseur, bien évidemment, cette caution de retour que devront payer les étudiants étrangers. J'aimerais avoir donc votre avis l'un et l'autre. Roger Chudeau. Oui, très bien, merci madame. Alors la caution de retour est destinée à s'assurer que les étudiants étrangers qui viennent chez nous et qui réussissent leur diplôme s'en retournent dans leur pays pour aider à son développement. Ce n'est pas du tout pour faire un barrage financier, c'est pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une filière d'immigration déguisée. Parce que c'est le cas de beaucoup d'étudiants étrangers. On le rappelle, sur les 300 000 doctorants, 25 000 sont étudiants étrangers. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que des doctorants. Il y a aussi ceux qui passent le Master 2 ou qui s'inscrivent en première année. Sur le fond, il n'y a pas véritablement de sujet. Il est tout à fait nécessaire au rayonnement de notre pays que l'université accueille des étudiants étrangers, et le plus possible, n'est-ce pas? De manière à diffuser la culture française, la technologie française, la francophonie, tout cela est excellent. Simplement, il se trouve, et ça les présidents d'universités et de grandes écoles se gardent bien de le dire, alors qu'ils le savent parfaitement, il se trouve qu'une partie des étudiants étrangers utilisent l'accueil à l'université comme une voie d'immigration clandestine, en fait. Quand vous dites une partie, vous avez des chiffres? Non, je n'ai pas les chiffres parce que précisément, il est difficile de le chiffrer, les universités ne les donnent pas. Mais il faudrait qu'ils les recherchent, n'est-ce pas? Alors évidemment, une réaction, Benjamin Gault, la Première ministre déjà a annoncé peut-être revoir sa copie sur France Inter ce matin. Est-ce que la pression des grandes écoles a fonctionné? Et bien sûr, votre avis sur cette caution de retour? Bien sûr, la pression des grandes écoles a sans aucun doute fonctionné. Mais la Première ministre se garde également une réserve. En fait, dans cette loi, on le précise peu. Mais en fait, aujourd'hui, cette caution a vocation à être fixée par voie réglementaire.
c'est-à-dire de manière totalement unilatérale par le président de la République, ou par la première ministre en l'occurrence, sous forme de décret. Donc en fait, on pourrait même imaginer qu'un jour cette caution puisse être fixée au-delà de son seuil actuel, ou puisse être rebaissée par un autre président de la République. Ça ne fait aucun sens, et c'est une mesure en fait qui est essentiellement dissuasive. Et qui, aujourd'hui, on ne connaît pas son prix, on ne sait pas si elle s'inscrit dans une mesure de bon sens par rapport au budget moyen des étudiants étrangers, on ne sait pas quel sera son impact. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a vocation à être dissuasive, aujourd'hui encore complètement floue, peut-être demain censurée par le Conseil constitutionnel, et qui est en mesure de dissuader massivement et d'avoir un impact majeur sur l'attractivité aujourd'hui de notre système universitaire français, vous l'avez rappelé, qui vit de ces étudiants étrangers, qui sont une grande ressource. Une réaction. Oui, enfin, le système universitaire français, heureusement, ne vit pas que des étudiants étrangers. Il a les ressources que lui verse l'État, bien entendu, il a ses propres ressources par ses laboratoires. Non, je crois qu'il faut revenir au cœur du sujet. Cette mesure a été mise dans la loi, acceptée par la commission mixte paritaire, parce qu'il y a effectivement, de fait, un abus de la part de certains étudiants qui considèrent que c'est une manière, qu'être étudiant en France est une manière habile de s'installer sur le territoire français, et ils y restent. Et nous souhaitons, sincèrement, qu'ils retournent dans leur pays, non pas parce que nous serions xénophobes, mais parce que les pays d'où ils viennent, qui sont des pays du tiers-monde, en l'occurrence, ont besoin de cadres. Ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'ingénieurs. Nous n'en avons pas besoin venant de l'étranger. Alors, être répressif sur les étudiants, et peut-être le peu, on peut dire, d'étudiants qui arriveraient pour ces raisons-là, et de mettre peut-être en danger aussi tous les étudiants étrangers qui viendraient pour des raisons tout simplement d'apprentissage et de formation. Tout à fait. Et puis, inversement, la plupart des étudiants étrangers qui viennent en France viennent souvent dans le cadre de conventions partenariales entre les universités. Et donc sous la forme d'échanges et d'accords de bon sens entre les universités françaises et les universités étrangères. Aujourd'hui, ces quotas, ils menacent donc, ces cautions, pardon, elles menacent donc l'arrivée des étudiants étrangers sur notre sol, mais elles menacent donc la possibilité pour les étudiants français de partir à l'étranger. Donc en fait, aujourd'hui, on s'attaque à un problème qui en fait aujourd'hui n'existe pas, parce qu'un jour vous tenez un discours sur une immigration qui ne serait pas qualifiée, qui n'apporterait rien, qui serait négative, qui serait nocive pour notre système social. Aujourd'hui, on parle de l'immigration étudiante, d'une immigration qui est qualifiée, et vous la repoussez quand même. Donc je suis désolé, malheureusement, de vous confronter à cette logique qui est xénophobe. Non, absolument pas. Les étudiants qui arrivent chez nous ne sont pas qualifiés. Ils viennent pour acquérir une qualification. Donc, non, vous vous trompez. Il n'y a pas aucune xénophobie là-dedans. Il y a juste la protection de nos intérêts. Et nous pensons qu'il est inutile que des étudiants étrangers s'installent en France alors que leur pays a besoin d'eux. C'est pourquoi la caution de retour, au fond, garantit leur retour dans leur pays d'origine. Ensuite, s'agissant de la réciprocité, vous avez raison, il faut regarder ça, mais je ne vois pas que le gouvernement ne prévoit pas cela. Vous avez l'air de considérer qu'un décret est une mesure arbitraire. Un décret, c'est une mesure réglementaire qui précise les choses et qui est faite pour faciliter la fluidité. Personne au gouvernement, personne dans l'opposition non plus, et sur mon rapport à l'Assemblée nationale, ne souhaite tarir la source des étudiants étrangers qui viennent se former en France au bénéfice de notre technologie et de notre industrie, voyez-vous. Simplement, il faut distinguer les choses. Il y en a qui en abusent et qui, de ce point de vue-là, seront dissuadés de s'installer. Mais vous parlez du décret comme une sorte de mesure de bon sens. Oui. Pardon, c'est un texte promulgué par la Première ministre. Oui, et alors et donc on peut même imaginer que demain, un autre Premier ministre change ce texte de manière totalement unilatérale. Oui, mais la loi aussi, ça change. Unilatérale, oui, mais par une majorité au Parlement, par un aller-retour de bon sens entre l'Assemblée et le Sénat, qui ont été élus légitimement par les Français. Autre point, mais qui va faire sens effectivement avec ce que vous dites, mais est-ce que ce n'est pas aussi une attente qu'on a, ces étudiants étrangers qui viennent se former en France, pour les métiers en tension dont on parle si fréquemment en France, Roger Chudeau? Alors, non, je ne pense pas que nous ayons au niveau de Bac plus 5, etc., des métiers véritablement en tension. Nous recevons à ce moment, nous n'avons pas besoin de recevoir des étudiants étrangers pour les former, pour rester chez nous à ce moment-là. Nous recevons des ingénieurs étrangers couramment. Les entreprises reçoivent très très couramment des ingénieurs étrangers. C'est de l'immigration bienvenue, puisqu'elle contribue au développement de notre pays et à son progrès général. Non, je crois sincèrement que l'émotion des professeurs, des présidents d'université et des directeurs de grandes écoles est un peu surjouée, vous voyez. Je trouve qu'elle est surjouée. Et que je pense un petit peu qu'ils se mêlent de ce qui n'est pas vraiment le vrai fond, à mon avis, du problème, c'est mon interprétation, c'est qu'ils sont foncièrement, idéologiquement,
contre une loi visant à réguler l'immigration. Oui, vous allez regarder un petit peu quand même l'éducation et l'avenue des étudiants étrangers, notamment diplômants et des 25 000 doctorants. Ça la garde, mais quand dans leur communiqué on lit que les mesures prises, décidées, arrêtées par la loi hier soir sont une atteinte aux Lumières, on croit rêver. Quel rapport avec les Lumières, franchement, hein? Une réaction. Atteinte aux Lumières ? Bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi ? Par rapport aux droits fondamentaux, tout simplement, qui ont été issus d'un siècle de réflexion, d'un siècle qui fait l'honneur de la France à l'étranger, on en parle justement, qui fait l'honneur de la France et le rayonnement de la France à travers le monde, qui est le pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce texte, vient tarir l'image, il n'y a qu'à regarder la presse internationale depuis ce matin, vient tarir l'image de la France à l'international. Donc aujourd'hui, effectivement, les cautions pour les étudiants étrangers sont en mesure de tarir l'image de la France, mais jamais autant, effectivement, que cet abject projet de loi immigration. Vous dire ternir l'image de la France, mais non, ça ne ternit rien du tout. Donc je pense que les pays étrangers ont des mesures de contrôle de l'immigration qui sont beaucoup plus rigoureuses que les nôtres. Prenez le Danemark, prenez l'Australie, prenez le Canada, ce sont des exemples très connus. On n'entre pas qui veut. On peut pas dire, tiens, je vais faire mes études à Sydney. Non, ça marche pas comme ça. Faites vos études à Sydney, si c'est utile à Sydney, si c'est utile à l'Australie. Et bien nous, c'est pareil. En fait, nous reprenons la main sur notre propre destin et ça n'a absolument rien de contradictoire avec l'esprit des Lumières. Mais vous n'avez pas l'idée que justement ce qui était proposé en France était justement un système tout à fait à la fois ambitieux et leader dans la formation de l'enseignement supérieur ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un système laxiste, exactement comme les prestations sociales ouvertes au monde entier. C'est totalement laxiste. Il faut reconnaître qu'il doit y avoir une préférence nationale parce qu'il y a des citoyens français et des citoyens étrangers. Les étrangers sont les bienvenus, bien sûr. Mais les citoyens français ont des droits que les étrangers n'ont pas. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est ce qui distingue le national de l'étranger. Ça n'a absolument rien de xénophobe. C'est juste du simple bon sens. Et les lois sont faites par les citoyens français, pour les citoyens français. Et on va écrémer en fonction, effectivement, du montant, justement, de cette caution de retour. Alors, ça veut dire quoi ? 1 000 euros, c'est proposé donc par le président de l'ESSEC, Vincenzo Vinzi, par exemple. Peut-être 10 000, ça veut dire quoi ? Comment on va statuer ? On n'en sait rien. Et justement, on ne sait pas comment on va statuer. On sait qui va statuer, c'est la Première ministre. On ne sait pas comment. Et on peut même imaginer que cette caution varie au fil des années. Le gouvernement n'est pas peuplé. Enfin, je veux dire, le gouvernement, l'administration, celle qui prépare les décrets, n'est pas peuplée de crétins. Je m'excuse. Ce sont des gens qui font attention à ce qu'ils font, qui font ce qui est possible, ce qui est supportable pour les étudiants, ce qui est acceptable par l'université, qui vont regarder les choses sérieusement. Je crois franchement que vous avez une vision un petit peu, comment dirais-je, je sais pas, moi, vous avez l'impression qu'on est gouverné par des brutes, quoi. Mais ça n'est pas ça du tout. Alors, vous parliez, pardon, mais on continue de travailler de parler et d'échanger sur l'idée de l'autorité dans l'éducation de manière générale. Les mesures ont été annoncées, notamment par Aurore Bergé, notamment sur les dispositifs d'amende ou de travaux d'intérêt général pris à l'encontre des parents défaillants. J'aimerais déjà avoir une idée de ce qu'est un parent défaillant pour vous, Roger Chudot. Eh bien, écoutez, un parent défaillant, c'est un parent qui ne respecte pas l'article 371-1 du Code civil, c'est-à-dire qui n'éduque pas ses enfants, qui ne protège pas cet enfant, qui n'assure pas sa sécurité et sa moralité. C'est ce qui est prévu dans le texte de loi, n'est-ce pas ? Oui, c'est déjà dans le Code civil, ça. C'est dans le Code civil. Alors, ceux qui ne le font pas peuvent être considérés comme défaillants. Après, il peut y avoir des raisons qui expliquent cette défaillance, et c'est là qu'il faut regarder ce que veut faire Aurore Bergé de près. Mais la défaillance consiste à ne pas respecter ce qui est défini comme étant l'éducation par le texte. Mais alors, si c'est dans la loi, pourquoi proposons-nous, enfin en tout cas Aurore Bergé, des mesures supplémentaires ? Notamment en réponse aux émeutes, je pense que les mesures d'Aurore Bergé visant à condamner ou à sanctionner d'autant plus les parents défaillants sont aujourd'hui dans un flou absolu. Le mot défaillant est encadré de manière tout à fait floue dans la loi, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé. Et aujourd'hui, par exemple, en réponse aux émeutes, comment est-ce qu'on caractérise un parent défaillant ? Comment est-ce qu'on le différencie d'un parent seul, d'un parent dans une situation familiale complexe, d'un parent malade ? Comment est-ce qu'on le différencie ? Et puis, quid également, qu'est-ce qu'on fait des enfants, des émeutiers dont les parents ne sont pas défaillants ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Tout à fait. Donc, je suis assez d'accord avec vous. Alors, réaction, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La copie d'Aurore Bergé n'est pas sérieuse, elle est hâtive, elle est partielle, elle est, je dirais,
pardonnez l'ancien professeur, elle est bâclée, hein, puisqu'elle veut faire une chose et son contraire. C'est du en même temps typique, ça. Hein. Elle veut à la fois sanctionner, montrer un peu ses muscles. Ça, c'est la nouvelle doxa du gouvernement qui prétend ainsi retrouver un tout petit peu, comment dirais-je, le contact avec l'opinion publique, d'une part, et d'autre part, elle lance une commission qui doit, sous 6 mois, définir ce que pourrait être l'aide à apporter aux familles défaillantes. C'est une chose et c'est l'exact inverse. D'ailleurs, il y a eu 3 démissions dans la commission tout de suite, puisque les psychologues ont dit, attendez, on nous demande de travailler... Oui, des chercheurs, on nous demande de travailler sur la notion même de défaillance parentale, ça peut se concevoir. Ça peut être un sujet de recherche. 10-20 ans, c'est pas récent. Voilà. Plus, hein. Mais dans le même temps, tout de suite, vous avez déjà décidé qui était défaillant, qui n'était pas, et vous avez un système répressif. Donc je crois effectivement que cette copie doit être révisée. Elle n'est pas bonne. Et puis je tenais à donner également, pour éclairer la situation, concernant les parents d'émeutiers, un chiffre. 60% des parents d'émeutiers, on en parle beaucoup, sont des familles monoparentales. Et puis derrière des familles monoparentales, on sait très bien ce qui se cache. La plupart du temps, ce sont des mères seules. Donc en fait, aujourd'hui, quand on parle de sanctionner les parents d'émeutiers, on parle de doublement sanctionner des mères seules qui sont dans des situations très compliquées, qui n'ont pas besoin d'être sanctionnées, elles ont besoin d'être accompagnées. On parle de doublement les sanctionner et de les amener au bord d'une situation qui est explosive, une situation de grande précarité familiale, sociale, financière peut-être. 83% des foyers effectivement portés par des mères, hein, et 3% des foyers portés par des pères, en parlant des foyers monoparentaux. Oui, donc effectivement, c'est une nouvelle façon de stigmatiser aussi pour vous, Roger Chudeau, les mères isolées. Non, je ne pense pas que, franchement, je ne pense pas que l'intention du gouvernement, dont je ne suis sûrement pas... Je ne parle pas de l'intention, mais je parle des répercussions. Oui, les répercussions. Il peut y avoir des effets pervers, c'est sûr. Mais simplement, sur la sanction, je ne pense pas non plus qu'il faille évacuer le problème. Les émeutiers... Vous avez raison, tous les émeutiers, ceux issus de parents, enfin de familles défaillantes ou de familles non défaillantes, puisque là, il n'y a pas de définition, tous les émeutiers doivent être sanctionnés. Il faut qu'il y ait une sanction, y compris éducative, quand il s'agit de très jeunes émeutiers. Alors, vous voyez, non, je pense que symboliquement, si vous voulez, quand un collégien, puisqu'il s'agit, la cible là, hein, le public ciblé, c'est... Excusez-moi, juste quand vous dites émeutier, ça veut dire quoi émeutier? Parce que c'est je vais vous dire émeutier. Oui, voilà, parce que c'est quelqu'un qui proteste ou c'est quelqu'un qui proteste avec violence? Ah non, un émeutier, c'est celui qui met le feu à un collège, qui détruit une école ou une crèche ou une bibliothèque. Il y en a eu. Il y a eu un nombre significatif d'établissements publics qui ont été attaqués et brûlés, je veux dire, en pure perte, dans la mesure où il n'y avait pas de pillage possible. Hein. C'est pas un supermarché qu'on attaque pour voler, etc., ce qui est une chose classique, hélas. Mais là, il s'agit de s'en prendre à des représentations de l'État, et en plus de l'État-providence, hein, puisqu'il s'agit d'écoles. Donc je pense que ces choses ne peuvent pas rester impunies. Alors évidemment, il y a eu des sanctions pénales. On est tous d'accord là-dessus. Mais pourquoi sanctionner les parents? D'autant plus des mères seules. Pourquoi sanctionner les parents? Parce qu'un enfant de 11 ans ne peut pas être traîné devant un tribunal ni être mis en prison, vous le savez très bien. Il y a beaucoup d'enfants de 11 ans qui ont agi parmi les émeutiers. Il paraît, d'après les statistiques que j'ai vues, une bonne proportion des émeutiers. 30%. Oui, 30%. Seulement 30% des émeutiers. Ça fait un gros tiers quand même. Hein. Un petit tiers. Oui, 3%. Oui, vous avez raison. C'est un petit tiers. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Non, d'accord. Bon, enfin 30% quand même. On est d'accord, enfin 30%, c'est pas rien. Donc effectivement, et ce sont des enfants de 11 à 16 ans qui n'avaient absolument rien à faire dans la rue et absolument rien à faire. Un cocktail Molotov à la main, ont incendié leur propre établissement. Et là, je crois sincèrement que on peut admettre qu'un enfant de 11 ans ne sache pas exactement ce qu'il fait. Admettons, c'est tout à fait. J'ai aussi eu des enfants, donc on peut comprendre qu'un enfant se laisse entraîner. Mais du coup, la responsabilité de ses parents est engagée. Est-ce que ses parents, pourquoi l'ont-ils laissé aller dans la rue? Pourquoi ne l'ont-ils pas récupéré? Et pourquoi ne lui ont-ils pas expliqué qu'on ne brûle pas son école? Enfin, ça paraît... Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas du tout pour qu'on stigmatise les gens. Je suis pour qu'on leur rappelle leurs responsabilités. Alors, j'aimerais juste vous citer Agathe Odiquet, qui est juriste, la semaine dernière sur le plateau de Télématin. Elle dit: ce n'est pas en supprimant les allocations familiales qu'on va empêcher la délinquance d'un enfant, et inversement, ce n'est pas parce qu'une famille s'enrichit qu'un enfant ne va pas commettre d'infraction. Bien sûr. Réalité. Mais tout à fait. Surtout que là, on ne parle pas d'enrichissement des familles. On parle d'une grande précarité de ces familles. Une précarité sociale, parce que ce sont essentiellement des mères seules. Une précarité financière, parce qu'en fait, 21% des familles d'émeutiers vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pas du tout anodin. Et donc ça veut dire que si en plus on sanctionne, et je parle là en l'occurrence d'amende, il y a les travaux d'intérêt général, mais l'amende aussi, si on sanctionne une famille monoparentale, ou en tout cas défavorisée, on imagine que la situation va s'empirer. Et c'est bien ainsi que le collectif des mères isolées milite pour la création d'un statut de parents isolés. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je suis tout à fait d'accord avec cette mesure, et je plébiscite cette mesure, parce qu'en fait aujourd'hui, en prenant des espèces de mesures un peu floues à travers des concepts
très flous également, comme celui de parents, de responsabilité des parents ou de parents défaillants. On ne sait pas de quoi on parle. Et on s'attaque à des gens qui sont dans une grande précarité et effectivement qui mériteraient un statut qui leur évitait. Oui, on ne peut pas. Il ne faut pas inverser quand même les choses. Hein. La victime ici, là, ce sont les commerçants dont les bâtiments ont été pillés, ou l'État ou les collectivités dont les bâtiments ont été incendiés ou détruits ou abîmés. Bon, et donc si vous voulez, il y a quand même des auteurs et des victimes. Et moi, je considère que la suspension des allocations familiales est une mesure forte, pour une durée supportable, mais une mesure forte, symbolique, et qu'elle a son sens. Pourquoi ? Mais est-ce que ça ne va pas empirer les choses ? C'est ma question. Et surtout, c'est quoi la durée supportable ? Alors, la durée supportable est à déterminer précisément en lien avec les services sociaux. C'est important de le comprendre. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je veux dire par là qu'il faut symboliquement que les parents qui ont laissé leurs enfants commettre ce genre d'exaction, n'est-ce pas, doivent comprendre que ils ont détruit des bâtiments publics. Les bâtiments publics sont payés avec l'argent des Français, avec des contribuables. Donc, ils ne peuvent pas, en même temps, ces familles, bénéficier de subventions publiques qui sont en fait des allocations familiales. Pendant un certain temps, symboliquement, il faut leur montrer, vous en prenez à des bâtiments publics, vous en prenez à la République qui vous aide, qui vous soigne, qui vous éduque. Eh bien, pendant quelque temps, on va arrêter de le faire. Symboliquement, c'est très fort. Excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez comme si les parents n'étaient pas déjà responsables civilement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les parents d'émeutiers sont déjà sommés de rembourser, en fait, tout ça. Très peu. Donc, c'est pas appliqué ? Si, c'est appliqué. C'est appliqué par le juge, ou alors c'est appliqué par la justice. Non, mais pourquoi on pose la question aujourd'hui ? Pourquoi Aurore Berger, finalement, remet sur le tapis, effectivement, ce type de mesure ? C'est une double peine. Une double peine qui n'a aucun intérêt d'intervenir ici dans des situations de famille en grande précarité. Une double peine, elle vient intervenir si ce sont des familles qui ne sont peut-être pas suffisamment sanctionnées. Ici, c'est des familles qui n'ont rien, qui socialement sont déjà dépourvues de tout, des familles monoparentales, des familles qui sont en dessous du seuil de précarité pour la plupart. Et qui sont minorités pour la plupart. Et on va faire une double peine. Aurore Berger, maintenant, semble se ressaisir parce qu'il faut que vous sachiez et que vos téléspectateurs sachent que lorsque nous avons débattu à l'Assemblée nationale d'une loi d'urgence pour réparer des dégâts, il fallait quand même débloquer des budgets, n'est-ce pas ? Le groupe Rassemblement national, auquel j'appartiens, avait proposé que, précisément, les casseurs soient les payeurs, que la responsabilité civile des familles impliquées ou des adultes, enfin des jeunes adultes impliqués. C'est déjà le cas. Oui, d'accord, mais ça n'a pas marché parce que nous voulions que les communes soient invitées à se porter partie civile pour obtenir réparation. Eh bien, cette mesure, de simple bon sens, a été repoussée par la majorité de l'époque, qui est toujours la majorité relative, Renaissance, dont Aurore Berger était la présidente de groupe, n'est-ce pas ? Donc maintenant, elle va inventer des travaux d'intérêt collectif, qui à mon avis seront juste cosmétiques, n'est-ce pas ? Alors que nous lui avons proposé quelque chose de clair. Les casseurs sont les payeurs. Elle a refusé le principe en disant c'est stigmatisant. On lui avait dit aussi les allocations familiales doivent être suspendues pour les familles qui sont reconnues coupables, évidemment, par la justice, etc. Il y a une sanction administrative symbolique. Refusée aussi. Donc maintenant, il y a un arsenal de mesures qui me paraissent tout à fait, si vous voulez, c'est un rattrapage de dernière minute, quoi. Une réaction ? Tout ça existe déjà, en fait. Tout ça existe déjà. C'est déjà condamné par la responsabilité civile, monsieur le député Arène. Oui, bien sûr. Député tout court. Il n'y a pas de sujet. Non, mais il n'y a pas de sujet. C'est déjà condamné par la responsabilité civile. Et la double peine, ici, en plus à travers des peines de travaux d'intérêt généraux, on ne comprend pas bien pourquoi. Des mères seules qui, parfois, doivent souvent cumuler 2-3 emplois pour garantir la survie de leur enfant. On va leur faire des travaux d'intérêt généraux à titre gratuit. Et quel sens ça a aujourd'hui de faire porter une double responsabilité sur ces gens-là alors que leur simple responsabilité est déjà garantie par la justice ? Vous ne faites pas confiance à la justice, monsieur le député ? Pas totalement. Non, je pense en effet qu'il y a une certaine forme de... Moi, j'ai pleinement confiance en la justice. Oui, on n'est pas très nombreux dans ce... Vous n'avez pas confiance dans le sens où vous pensez que les mesures, effectivement, qui étaient déjà dans le Code civil avant, n'étaient pas appliquées ? Oui, je pense. Donc vous pensez que les mesures d'Aurore Berger, finalement, sont utiles ? Elles sont utiles. Je pense qu'elles sont surtout cosmétiques et que c'est de la communication, pas de la meilleure
meilleur, à mon avis, mais c'est de la communication. En tout cas, il s'agit là de parler d'éducation de manière générale. Et effectivement, on doit peut-être s'interroger surtout sur les carences du système socio-éducatif qui guide la vie de nos enfants. Et à l'école, vous êtes l'un et l'autre, évidemment, très présents sur ce sujet de manière différente. Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut revoir? Peut-être travailler, comme on le disait, de manière interministérielle. On parlait à l'instant du ministère de la Justice, mais avec le ministère de l'Éducation. Parlons-en justement. Vous avez noté que dans la commission de Mme Berger, il n'y a pas de représentant de l'Éducation nationale. C'est quand même extraordinaire. Il y a des psychologues, il y a des magistrats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des publicistes. J'ai regardé la liste attentivement, il n'y a pas de représentant de l'Éducation nationale. Or, on parle d'enfants de 11 à 16 ans, donc des collégiens pour l'essentiel. Et il n'est pas venu à l'idée, parler d'interministériel, à Mme Aurore Berger, de demander à son collègue Attal d'envoyer quelques inspecteurs généraux, donner un point de vue éducatif sur ce qui a pu se passer. Si on s'interroge sur les raisons qui ont conduit ces jeunes à commettre des actes de violence, je pense qu'un éclairage éducatif venant de l'Éducation nationale aurait été utile. Et là, rien. Votre idée par rapport à cette situation? Seulement sur la collaboration donc de la puissance publique avec les représentants de l'Éducation nationale. Je suis tout à fait d'accord, elle est nécessaire. Simplement, j'aimerais rappeler que quand ils ont été invités en commission à l'Assemblée nationale, quand vous les avez auditionnés en commission, vous les avez reçus avec votre parti, le Rassemblement national, de manière insultante, humiliante, les représentants des enseignants, de manière à ce qu'ils ont quitté l'audition. C'est historique. Il y a très peu de personnes auditionnées par la commission éducation-culture qui quittent Et vous savez pourquoi les auditions. Vous savez pourquoi? Vous les avez accueillis de manière insultante. Non, pas du tout. Et humiliante. C'est du jamais vu. C'est pour ça qu'ils veulent plus travailler avec nous. C'est uniquement pour ça. Non, mais ils n'ont jamais travaillé avec nous. Ils ont toujours travaillé contre nous. C'est pas la question. Puisque vous venez sur un incident qui est filmé, vous pourrez consulter le replay, si j'ose dire, les représentants syndicaux ont reçu par la Commission des affaires culturelles et éducatives, ont énuméré toute une série de revendications, puisque le sujet c'était la rentrée, comment s'est-elle passée. Bon, ça s'est très mal passé. Bon. Parce que nous en refait parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, donc une députée Renaissance les a repris de voler en disant ce que vous décrivez est quand même assez caricatural, ils ont très mal pris la chose. Et ils nous ont donné, ils ont cru qu'ils pouvaient nous donner des leçons de démocratie. Donner à des députés de la nation, dans le Palais Bourbon, des leçons de démocratie, ça c'est insultant. C'est pourquoi je leur ai dit, écoutez, baissez d'un ton et mettez-vous au niveau, et je ne retire rien de ce que j'ai dit, ils se sont comportés comme des malappris. Mais si vous le voulez bien, excusez-moi, parce qu'en fait c'est la fin de cette émission, mais quand on parle de crise de l'autorité, est-ce que donc ces mesures, dans ce contexte actuel que nous vivons, qui est quand même très anxiogène, problématique, assez compliqué déjà à gérer pour tout le monde, est-ce que vous pensez que ce type de mesures peuvent passer? Benjamin Gault. Pas du tout, j'aimerais juste simplement, rapidement, revenir sur pourquoi on parle d'autorité aujourd'hui. Pour trois raisons qui sont très différentes et qui en fait n'ont rien à voir entre elles. Et c'est peut-être ça le problème. La première, c'est comme vous l'avez dit, les annonces d'Aurore Berger sur la responsabilisation des parents émeutiers, donc sur la responsabilité parents-enfants. La deuxième raison qui a remis l'autorité récemment dans le débat public, c'est cette tragique attaque dans un collège, une attaque au couteau dans un collège à Rennes. Donc c'est la responsabilité au sein de l'établissement, professeurs, élèves éventuellement. Et la troisième raison, qui a remis également l'autorité au cœur du débat public, et donc en fait qui contribue à agréger l'autorité dans une espèce de mélange qui ne veut tout et rien dire, c'est la professeure qui a montré un tableau de nu à ses élèves et qui a reçu de nombreuses remarques des parents et des élèves qui visaient à porter atteinte à sa liberté pédagogique. Plus que des remarques. Gravement, tout à fait, exactement. Donc en fait aujourd'hui, on a face à nous la notion d'autorité à l'école, qui est une notion qui est parfaitement floue, qui abrite une réalité qui est très variée et qui contribue à ce que finalement des partis comme le Rassemblement national déploient des programmes et des réponses simplistes. À notion simpliste, on a des réponses simplistes et donc le Rassemblement national il glisse en réponse des réponses comme le retour d'une éducation à l'ancienne, d'une culture de la sanction, voire même de l'uniforme, qui ne solutionnerait rien. Alors une dernière réponse avec quelques secondes. Pardon, Roger, je suis désolé. Excusez-moi, il faut absolument qu'on rende l'antenne. Rien à voir avec une éducation à l'ancienne. Non. Retour aux principes fondamentaux de l'école de la République. L'autorité du maître ne doit pas être contestée ni par les élèves ni par les parents. Elle repose sur un savoir et sur une fonction publique. Un professeur est un officier public. S'en prendre à son autorité, c'est s'en prendre à l'autorité de l'État et de l'enseignement. Ceci n'est pas acceptable et nous n'avons rien de simpliste
Nous proposons simplement de reconstruire tout ce qui a été détruit depuis à peu près 30 ans. Merci à vous deux. Je suis désolée, mais je vous ai avec joie pour revenir sur ce plateau pour débattre à nouveau. Vous le savez, déjà on a beaucoup de temps et c'est précieux, vous savez, sur les plateaux de télévision. Roger Chudeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes député Rassemblement national du Loir-et-Cher et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et Benjamin Gault, militant également et créateur de contenu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Damien Deville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes géographe, vous êtes également anthropologue de la nature. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et le dernier, c'est Faiseurs de nuages, paru chez Grund. On dit Grund ou Grund? Je ne sais pas. Moi, je dis Grund. Eh ben voilà, Grund alors. Ne nous trompons pas. Faiseurs de nuages, un conte absolument superbe, un conte écologique et une ode à la nature. C'est ce que l'on lit en 4e de couve. Racontez-moi en fait ce démarrage et ce pourquoi de Faiseurs de nuages, car je sais qu'on y raconte, et ce que on voit tout de suite là, à côté de votre nom, Damien Deville, et Yacouba Sawadago. Vous racontez l'histoire de Yacouba. Oui, alors Yacouba, c'est un grand nom de l'Afrique de l'Ouest. Il est prix Nobel de l'alternative. Il a été nommé champion de la Terre aussi par l'ONU. Il est plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Toute sa vie, il a planté des arbres aux portes du Sahara, remettant de la vie dans son village. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en associe toute une philosophie de vie. Moi, c'est ce qui m'intéressait en tant que géographe. C'était d'en tirer des enseignements pour repenser les territoires en Afrique de l'Ouest comme ailleurs. Et ça a débouché sur un livre adulte qui s'appelle L'homme qui arrêta le désert. Et chemin faisant, on a souhaité en faire une adaptation jeunesse. Alors ça a commencé comment son histoire? Parce que évidemment c'est passionnant, on a à la fois envie d'avoir le conte, c'est-à-dire que l'histoire romancée et de voir ces illustrations absolument magnifiques d'ailleurs de Magali Atiogbe. Mais c'est aussi effectivement l'histoire de Yacouba, de cette idée tout petit effectivement de se dire il faut absolument qu'on préserve notre nature. On en parlait si peu avant. Oui, en fait l'histoire de Yacouba commence dans les années 80, il est au début de l'âge adulte à cette époque-là. Son village est rattrapé par des vents chauds venus du désert. Tout le monde part vers la grande ville et lui reste et il se met à planter des arbres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment, il a réconcilié un peu les différents types de savoirs qu'il y avait dans son milieu. Des savoirs familiaux, des savoirs agronomiques, écologiques, et puis des savoirs spirituels associés au monde de l'islam. Vu qu'Yacouba a fait l'école coranique étant jeune, il pratique toujours les mondes de l'islam. Résultat des courses, 40 ans après, sa forêt a fait 40 hectares, le hérisson, la biche sont revenus, les villageois se sont réinstallés à l'échelle de sa vie finalement. Yacouba a réconcilié nature et culture, humain et non humain, j'ai presque envie de dire visible et invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouve également des esprits et des dieux. Alors, on va évidemment, parce que ça c'est absolument magnifique et j'ai envie de vous poser 1000 questions. La première, c'est sur l'aspect purement écologique. Lorsqu'il décide, lui, de rester dans son village et justement de planter des arbres, comment il est perçu par ses co-habitants ? Alors, déjà par sa propre famille, ce fut un choix radical, parce qu'il s'était plutôt destiné à une carrière de commerçant. Il avait ouvert un marché dans la grande ville du coin, qui marchait plutôt bien. Il ferme la porte de son marché et il retourne à la terre. Quand on est paysan au Burkina Faso, on gagne beaucoup moins sa vie, beaucoup moins bien sa vie que lorsqu'on fait commerce. Exactement. Donc sa famille a perçu ça comme s'enfermer dans la précarité. Et puis ensuite, Yacouba s'est mis à réhabiliter des techniques agricoles qui avaient été oubliées sur l'autel de la modernisation agricole du Burkina Faso. Et puis c'est aussi appréhender la pluie, appréhender effectivement tout l'écosystème. Oui, tout à fait. Qu'on ignore ou en tout cas auquel on n'est pas forcément toujours sensible. Exactement. Renouer avec des savoirs ancestraux, comme je le disais tout à l'heure. Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale, les Sawadogo, qui étaient connus pour être appelés aux quatre coins de l'Empire Mossi, pour ramener l'eau lorsque cette dernière se faisait trop attendre. Par des mots, par des incantations dont eux seuls connaissent les secrets. D'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai passé l'équivalent d'1 mois et demi avec Yacouba pour faire le livre adulte d'abord, puis le livre jeunesse. Et tous les jours, je lui demandais, papa Yacouba, dis-moi, c'est quoi les secrets qui permettent de ramener la pluie ? Et il me les a pas partagés. Mais il en a partagé d'autres, j'imagine, parce que vous m'avez parlé effectivement du point de vue spirituel. Vous dites que c'était très très fort. Et effectivement, l'Afrique de l'Ouest d'autant plus. Quand vous partez et que vous lui dites, écoute, moi j'ai envie d'écrire sur toi, j'ai envie d'écrire sur ton histoire, mais là je vais écrire pour les jeunes. Quelle est sa première réaction ? Il était très partant, hein. D'autant plus que c'est touchant. Ce livre est sorti quelques semaines avant son décès. À l'heure où on parle, Yacouba nous a quittés depuis une dizaine de jours.
Oh. Alors c'est ses enfants après lui qui vont reprendre la forêt, donc l'aventure continue avec un autre équipage, mais Yacouba reste dans nos esprits. Pourquoi on a voulu faire cette adaptation jeunesse? Tout simplement parce que je pense qu'on a tellement besoin d'une ouverture vers l'ailleurs. On a besoin, au fond, d'ouvrir les différentes archives du monde pour pouvoir faire face aux enjeux contemporains. On a besoin autant de savoir qui viennent d'ici que d'ailleurs. Et j'avais envie de proposer cette conviction dès le plus jeune âge, quoi. Et ce livre, il est un peu à voir comme un accordéon, c'est-à-dire il part d'une histoire très modeste, quoi, un paysan qui replante des arbres au Sahel, mais quand on déplie un accordéon, ça fait un son de plus en plus puissant. Et déplier l'histoire de Yacouba, c'est ça. Ça résonne dans des manières de réhabiter la terre, y compris chez nous ici, à Paris, dans les terres de l'Ouest. Moi, je vis dans les régions de l'Ouest de la France, ou même dans le Sud, où il y a des problèmes d'eau, par exemple. Yacouba a dû faire face à la sécheresse pour planter des arbres. Réhabiter la terre et puis surtout partager aussi des mondes différents, peut-être des cultures différentes, pouvoir être aussi dans l'idée de tout d'un coup enfin pas tout d'un coup d'ailleurs, mais à nouveau encore et encore rappeler le besoin de partager et de s'ouvrir aux autres. Exactement, de s'ouvrir toujours vers l'arrière, de donner des outils pour comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ce qui demande, par effet d'introspection, de savoir ce que nous-mêmes on charrie, quoi, par rapport à notre histoire, par rapport à notre identité. Moi, j'aime bien cette phrase de Milton Santos. C'était un très grand géographe brésilien. Et il avait cette phrase magnifique qui disait que le rôle de la géographie, c'était de permettre à chacun de devenir des citoyens du local, des gens qui habitent ensemble dans un lieu et des philosophes du global. C'est des choses qu'on perd face à l'agenda politique actuellement. En France comme ailleurs, le Burkina Faso lui-même est un pays qui se referme qui fait preuve d'une forme d'ethnocentrisme, comme la France actuellement. Oui. On a envie de proposer un autre récit. Et je pense que Yacouba en est l'une des inspirations. Alors vous le disiez, il nous a quittés il y a une dizaine de jours, mais bien sûr ces paroles sont restées très ancrées pour vous. Vous parliez de l'aspect spirituel qui est très fort. Ça peut être un peu, pas forcément pris au sérieux par certaines cultures, et notamment ici en France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces enfants qui vont lire cet ouvrage, justement, Le Faiseur de nuages, que vous avez écrit et qui est illustré par Magali Atioubé? Oui, alors les dessins, j'en profite pour le dire que les dessins de Magali sont magnifiques. Magali est elle-même une enfant de l'Afrique de l'Ouest. Elle a des origines togolaises et donc elle a invité aussi tous ces mondes ouest-africains qu'elle connaît très bien dans ses dessins, ce qui rend le livre assez immersif. Je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui ai fait les dessins et que Magali le mérite, quoi. Oui, effectivement, en fait, ce dont on a vraiment besoin, je crois, c'est d'écouter des voix venues d'ailleurs. Tout simplement pour faire face aux enjeux contemporains. Et ces voix venues d'ailleurs, par effet de réciprocité, nous permettent de regarder autrement les propres territoires dans lesquels on habite. On a un problème de lunettes dans les mondes occidentaux. On ne comprend plus la diversité qu'il y a proche de chez nous. On vit en Auvergne sans connaître les volcans. On vit chez moi, dans une terre de jardins et de chevaux, sans connaître les jardins, sans chevaucher. Voilà. On a besoin de redécouvrir ce qui est proche de chez nous pour mieux connaître les territoires, pour mieux les aimer et donc pour mieux en prendre soin. Voilà, tout simplement. Il faut lire absolument Le Faiseur de nuages, paru chez Grund. Alors, Damien Deville, vous avez donc écrit ce livre en hommage et avec aussi l'accord et le lien que vous aviez avec Yacouba Sawadogo. Et ce livre est illustré par Magali Atioubé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et puis, plein de beaux voyages à venir, j'imagine. Bravo. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le journaliste Maxime Guény. Tu es journaliste, animateur, mais quel métier t'aurais rêvé de faire enfant ? Ce métier, je me fais le métier de mes rêves. Quand les profs te demandent quel métier voulez-vous faire plus tard, je mettais animateur télé. D'ailleurs, j'ai même un prof de français, il me dit animateur télé, tu parles, c'est inaccessible. Mais moi, j'y crois. Je voulais être l'animateur sur Disney Channel, un truc comme ça. Mais je rêvais de ça. Et au final, je suis animateur maintenant. J'ai une émission de magie du groupe Canal+, c'est génial. Je disais magicien. Alors, regardez ça, il me regardait avec des gros yeux. Quoi, magicien? C'est pas possible. Il est fou, ce gamin. Et aussi chanteur. Alors, pour le coup, là, j'ai pas pris suffisamment de cours de chant. Mais... ça t'as oublié? J'ai oublié, mais je présente les shows Disney. Donc, en gros, je me sers de mes amis chanteuses et chanteurs pour prendre quelques cours de respiration. Jamais fait de duo, mais parfois, il m'arrive de chantonner sur les concerts, en caméo. Tu le dis, tu animes des émissions de magie dans le groupe Canal+. Tu as commencé à quel âge, la magie ?
À l'âge de 7 ans, je regardais Sylvain Mirouf à l'époque de chez Michel Drucker, Gérard Majax, David Copperfield qui avait ses émissions sur France 3. Franchement, ce sont des gars hyper inspirants, ils te font rêver, toi. Et de savoir aussi les secrets, je trouve ça aussi magique que de les faire, toi. D'accord. Donc j'étais de l'autre côté du miroir et pendant 5 ans, en parallèle de mes études... Tu faisais quoi comme études? J'ai fait des études de licence information et communication, licence plus master, industrie créative, média web art. C'est hyper théorique. C'est hyper théorique. Ça existe encore? Mais ça existe encore, c'est à Paris 8. Ouais. Et bah écoute, c'était bien pour la théorie, mais j'ai tout oublié. D'accord. En gros, ce qui sert, Bravo. et même pour ceux qui nous regardent, ce sont les stages. C'est ça le secret. Un bon stage bien choisi, c'est là où vous allez faire vos preuves. Vous allez faire votre réseau. Je déteste ce mot réseau, mais en tout cas vos connaissances, vos amitiés, vos expériences. Et puis après, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Après, toute une question de timing. Toi, pendant quasiment 5 ans, 6 ans, j'étais pas stagiaire, mais voilà, je débutais, il y avait mon statut d'auto-entrepreneur qui se créait, donc voilà, tu facturais des petites factures, donc des articles, tout ça, et je me suis dit, bon, le timing arrivera au bon moment, parce que je voulais faire de la télévision, et puis je me suis préparé, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, Le Secret, de Rhonda Byrne, ouais, exactement. Les livres de développement personnel, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton travail? Ouais, ça m'a donné confiance, parce que... En parallèle des études? En parallèle de mes études, voilà, je lisais, et ça me donnait confiance, et en gros, dans ces bouquins, ils te racontent que ce que tu veux, tu peux l'avoir. Visualiser ce qu'on veut, quoi. Tu visualises ton objectif comme les athlètes de haut niveau, tu visualises un but. Et, toi, tu t'es conditionné mentalement? Je me suis conditionné tous les jours, quasiment 6 mois, 1 an avant TPMP, avant que ça arrive, avant qu'il y ait un déclencheur. Je regardais mon miroir, je disais, je veux ça. J'ai l'intention de, et je vais l'avoir. Comme si j'avais ce cadeau d'enfant qu'on m'offrait, toi, cette joie que je générais. Et en fait, dans ces livres de développement personnel, j'étais un peu plus loin, avec un côté un peu scientifique. Et j'ai appris qu'en fait, on génère une certaine forme d'énergie. Une certaine forme d'énergie, de vibration. C'est-à-dire, ton objectif a une telle vibration, toi, tu es là. Et ben, il faut que tu te montes à cette même vibration pour qu'il y ait une sorte de connexion. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vois ce qu'on appelle de la synchronicité. C'est-à-dire que des signes, des mots, tu vas des heures miroirs, tu vois, qui vont te montrer que tu es sur le bon chemin. Et en t'auto-persuadant que tu vas obtenir ces objectifs, eh ben, tu te mets à un niveau et tu rayonnes. Tu rayonnes comme si tu étais prêt à ça. Et en gros, je savais, quelques mois avant, qu'il allait se passer quelque chose médiatiquement. Et tu faisais quoi avant justement d'être contacté par TPMP? Je travaillais pour Média Plus, la presse professionnelle, donc je livrais 7 interviews par semaine de dirigeants médias. Je travaillais pour Téléstar, Télépoche, Télémagazine. J'ai fait mes premiers pas sur Europe 1 en tant qu'expert média, quasiment toutes les semaines. Ah oui. J'ai allé sur RCI dans Médiasphère pour parler médias. J'ai fait des remplacements sur Télépoche, sur les magazines télé. J'ai commencé à Non-Stop People. En 2015, freelance, toujours freelance. J'ai toujours été indépendant. J'ai eu 5-6 employeurs à chaque fois, mais toujours freelance. Donc je rendais des comptes toujours à des patrons, mais j'étais mon propre patron en quelque sorte. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers en compagnie de Maxime Guény. À demain. Merci Malika et Maxime, on se retrouve demain, c'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Grand JT, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. À la réalisation aujourd'hui c'est Xavier Sanchez, au son c'est Saïd Mamou et le maquillage Laure Audemont. Merci à toute l'équipe de School TV et à demain. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.